la science est unanime hein, par rapport à ça. Ça fait des années qu'on étudie le jeu. Puis, il y a consensus dans la communauté scientifique pour dire que le jeu libre, ça surpasse n'importe quelle autre activité pour les enfants quand il est question à la fois des apprentissages, mais aussi des habiletés sociales, tu sais, de tout ce qu'on veut voir émerger chez nos enfants, là, l'autocontrôle, la gestion des émotions, toutes ces affaires-là, là, c'est par le jeu libre que ça se fait le mieux. Bienvenue à Comme un jeu d'enfant, le podcast des apprentissages en famille du Québec. Apprendre en famille, c'est du sérieux, mais c'est toujours plus amusant quand c'est comme un jeu d'enfant. Bon épisode! Ce podcast est rendu possible grâce au soutien de l'AQED et de la deuxième classe. Allô, Natacha! Hey, salut Marlena, ça va? Mais oui, ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. On est accompagné d'une invitée. Oui. On avait bien hâte de discuter avec elle. Oui, vraiment. Donc, roulement de tambour, Sarah Hamel, bienvenue à Comme un jeu d'enfant. Hello! Ça va bien? Ça va vraiment bien, merci les filles. Ah, on est vraiment contente de te recevoir parce que moi, je te suis j'écoute ton podcast, je lis tes livres, je te suis comme une bonne élève. Oh Là, yes! j'ai dit à un moment donné à Natacha, là, c'est sûr qu'elle pourrait nous donner des trucs pour l'école à la maison, c'est sûr qu'il y a des choses des difficultés que les parents éducateurs peuvent rencontrer, puis que je suis certaine que tu vas pouvoir nous éclairer sur bien des points. Occupation aussi, des fois, que certains parents ont par rapport aux fausses croyances là, qui sont largement véhiculées entourant cette thématique-là. Fait que c'est le fun. Moi, c'est une de mes passions de déconstruire des mythes. Donc, pour commencer, est-ce que tu voudrais s'il y a quelqu'un là, qui habite en dessous d'une roche puis qui sait pas t'es qui, est-ce que tu voudrais expliquer qu'est-ce que tu fais? Ouais, ben moi, je fais beaucoup de choses. Mais, tu sais, mettons, si j'essaie de résumer ça le plus possible, je me considère comme une vulgarisatrice scientifique. Ma science préférée à moi, mon expertise, c'est le développement de l'humain. Et c'est ça. Moi, je m'intéresse beaucoup à ce que la nature a prévu pour notre espèce. C'est quoi les conditions qui sont les plus optimales pour qu'un humain se développe à son plein potentiel, puis soit bien, là, tu sais, au niveau sa santé émotionnelle, de sa maturation affective. Donc, c'est toujours sous la lunette des neurosciences puis de la science de l'attachement que je vais essayer de démystifier les défis liés à la parentalité puis à l'éducation d'un enfant. Fait que ça, c'est comme ma mission, là, en gros, là, de démocratiser un peu l'accès à une information rigoureuse, à jour et idéalement le fun. Tu sais, j'aime ça, véhiculer cette information-là de manière ludique pour que les gens aient envie de se mettre à jour, qu'ils aient envie de mieux comprendre cette fascinante espèce qu'est le tipou d'Amérique. Puis, ben, c'est ça, j'ai comme plein de moyens pour arriver à cette mission-là. Donc, j'écris des livres, la collection Le Tipou d'Amérique. J'ai aussi écrit un livre qui s'appelle Les écrans et nos enfants, que j'ai coécrit avec une orthophoniste qui est Julie Parent. Et j'ai une autre collection de livres qui s'appelle Tu peux compter sur moi, qui sont des albums pour enfants. Donc, je m'adresse à une clientèle plus jeune avec ces livres-là, mais je donne toujours un script, un scénario pour guider les grandes personnes à travers différentes situations qu'on peut vivre avec les enfants. Fait que ça, c'est pour mes livres, mais sinon, je fais des chroniques dans les médias, notamment à la radio. Je donne des formations, des conférences. Fait que c'est rendu beaucoup ça, ma job, là. J'ai été psychoéducatrice pendant longtemps, mais là, j'ai mis fin à ma pratique privée, puis je ne fais plus de consultation. Je dédie exclusivement ma carrière à la prévention puis promotion, là, de tout ça. Moi, là, je t'ai connue sur Instagram, puis
Je pense que tu commençais, là, tu faisais des... il y avait comme... c'était très humoristique, c'était vraiment... Moi, j'adorais vraiment ton approche. Ben, j'adore encore ton approche. Puis c'était avant même qu'il y ait la publication du livre Le Petit Pouls d'Amérique. OK, fait que Puis, t'es dans les premières. ouais, ben peut-être, fait que je sais pas, mais moi, j'arrêtais pas de me dire, mais elle était où avant, elle, quand mes enfants étaient petits? Moi, c'est vraiment ça que j'arrêtais pas de me dire. Puis j'étais comme, oh, ben moi, ils sont rendus déjà trop grands, mais j'aurais tellement aimé que Sarah Hamel, elle soit dans mon univers quand que Ouais. mes enfants étaient plus jeunes, vraiment. Là, j'aime beaucoup, beaucoup le côté humoristique que tu apportes là, avec tes capsules. J'aimais Ouais, vraiment hein, ça. c'est ça. Ouais. Ben, c'est parce que moi, je pars tout le temps du principe, puis tu sais, ce sera pas nouveau pour vous, là, tu sais, si vous êtes des ferventes d'école à la maison, c'est parce que vous avez adhéré à des principes qui est on apprend mieux en s'amusant. C'est pour Mhm. ça, hein, que je veux pas juste donner de l'information, je veux pas juste expliquer des affaires, il faut qu'il y ait une dimension le fun pour que, de un, les gens aient cet intérêt d'aller vers de l'information, mais aussi tu sais, ça se peut des fois là, que je nomme des affaires qui sont peut-être un peu plus confrontantes, parce que, ben, c'est un fait, là, en ce moment, on est dans un changement de paradigme en éducation, on est en train de revoir nos façons de faire parce que les neurosciences nous ont amené des informations qu'on n'était pas capable de mesurer v'là 20 30 ans. Donc, ces nouvelles informations-là, ces nouvelles lectures des comportements de l'enfant, de nouvelles compréhensions, ça nous amène à revoir un paquet d'interventions qu'on considérait comme étant la norme. Puis ça, ben, c'est tout le temps challengeant hein, de réaliser que ce qu'on faisait, c'était peut-être pas optimal. Fait que si on veut que la pilule passe, ben il faut que ce soit le fun. Il faut que ce soit dans un enrobage le fun. Puis tant mieux, tu sais, je trouve ça le fun, moi, justement, que là, on regarde vers autre chose, justement, au niveau des interventions qu'on fait auprès des enfants. Moi, en tout cas, moi, ça me rassure, parce que je me dis, ben, mes enfants, quand ils vont devenir parents ou quand je vais devenir grand-parent, ben déjà, je vais avoir autre chose, tu sais, parce que moi, tu sais, j'ai connu comme d'autres approches, hein, Ouais. que maintenant, c'est comme un peu remis en question, en fait, là, justement, à cause des neurosciences, là, fait que... Ouais. Puis, tu sais, je trouve qu'il y a plein de choses qui sont, tu sais, c'est pas parce qu'ils atteignent 19 ans que c'est plus applicable, là. Tu sais, il y a plein des principes que quand on les comprend, ben ils peuvent autant s'adapter à un collègue de travail qui vit Ouais. quelque chose de difficile que notre conjoint, que peu importe, tu sais, c'est des Ouais. notions qui font du sens, peu importe l'âge, finalement, là. Oui, puis c'est drôle parce que souvent, sous mes publications sur les médias sociaux, quand je fais des infographies, là, tu sais, sous forme de BD, euh, ben, c'est pas rare que je vais avoir le commentaire en dessous, OK, mais ça, c'est vrai pour quel âge? Ou ça s'applique jusqu'à quel âge? Puis la réponse, c'est toujours la même chose. Ça s'applique à tout jamais. Ça s'applique jusqu'à 100 ans. Les émotions, ça n'a pas d'âge. Fait que ça, c'est ça. La totalité de mon contenu, ça s'applique peu importe l'âge. Parce que, tu sais, souvent, là, je vais parler des interventions pour, mettons, soutenir le processus de maturation affective. Ben, je veux pas faire de peine à personne, là, mais il y a personne qui peut proclamer haut et fort avoir atteint le level ultime final de maturité affective. On a tout du travail à faire sur nous autres. C'est un work in progress, cette affaire-là. Fait que les conditions qu'on veut offrir aux enfants, ben, c'est les mêmes conditions qu'on doit s'offrir à nous aussi là, pour avoir une bonne santé émotionnelle. Mhm. Puis moi, j'aime aussi quand, tu sais, comme dans votre podcast récent, Cœur en tête, Mhm. j'aime quand vous nommez des exemples, tu sais, de quand que vous avez vous-même foiré dans une situation, puis de dire l'important, c'est de réparer, parce que Oui, je suis ça certainement arrive pas la souvent. seule qui porte le chapeau de la maman qui aime tellement ses enfants, puis qui veut tellement le meilleur pour eux, que je suis tellement difficile, puis je veux tellement être parfaite. Ben moi aussi, malheureusement, là, ça m'arrive de... Fait que ça, juste de ce côté-là aussi, de comme se déculpabiliser, de « Hey, tu fais juste ton mieux », puis ça arrive à tout le monde de malheureusement perdre son sang-froid puis crier. Moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup, ce côté-là, vous apporter. Oh oui, puis c'est ça, tu sais, c'est pas des exemples qui manquent d'interventions boiteuses que Christa et moi avons faites, même si on se proclame experte du développement de l'enfant, là, c'est humain
d'avoir moi j'appelle ça des interventions boiteuses, là, tu sais, mais ça englobe toutes les interventions où, justement, on va intervenir par de la déconnexion, par de la séparation, par du shaming, des fois, là, tu sais, quand on va sortir des femmes, ben voyons, t'es supposé le savoir, là, à ton âge, là, tu sais, ce genre d'intervention-là, bien évidemment que c'est pas l'idéal, mais c'est humain de tomber là-dedans à l'occasion. Tout à fait humain. Et si on parle justement de système nerveux dérégulé, est-ce Mhm. que on peut apprendre quand notre système nerveux il est dérégulé? Non. Non, 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 non. Dans le fond, toutes nos facultés cognitives, là, les fonctions exécutives. Quand je parle des fonctions exécutives, là, je parle de la planification, l'organisation, la mémoire de travail, qui est cette capacité à maintenir active une information tout en effectuant une tâche. Le contrôle inhibiteur, qui est la capacité à retenir une pulsion. L'attention sélective, donc la capacité à maintenir notre attention sur un stimulus puis faire abstraction des stimuli environnants. La flexibilité mentale. Ces affaires-là, là, ce sont des facultés cognitives qui sont nécessaires dans le processus d'apprentissage. Hein, il faut qu'on soit quand même focus sur l'information pour être capable de l'assimiler. Il faut qu'on soit capable de s'organiser dans une tâche qui nécessite plusieurs étapes pour pratiquer un paquet d'affaires. Bref. Notre capacité de raisonnement, de résolution de problèmes, notre logique, tout ça, là, toutes ces fonctions cognitives-là, ben, il y a comme deux dimensions qui sont importantes à considérer, OK, quand on parle des enfants. C'est que ces facultés-là, d'une part, doivent se développer. Fait que c'est normal que pour un tout petit, un enfant d'âge préscolaire, ce soit vraiment difficile pour eux tu sais, de faire des tâches qui nécessitent plusieurs étapes, de maintenir active une consigne tout en effectuant une tâche, de maintenir leur focus, de rester assis, puis retenir leur pulsion de se lever, de lever la main avant de parler. C'est toutes ces affaires-là, là. C'est normal que ce soit difficile parce qu'ils n'ont pas encore développé suffisamment les compétences nécessaires pour être capables de faire ça. Fait qu'il y a une dimension qui est développementale, mais il y a aussi une autre dimension qui est super importante à considérer, qui est l'accessibilité à ces facultés-là. Fait que même pour nous autres, là, mettons des adultes matures, avec des cerveaux matures, pleinement développés, ben, il y a des moments où nos fonctions exécutives ne sont pas accessibles. Parce que pour que nos fonctions exécutives soient accessibles, il faut qu'on soit pleinement régulé. Puis quand je parle de régulation, je parle à la fois de régulation sensorielle puis régulation émotionnelle. Fait que si je suis dérégulée, soit parce que mon système nerveux, là, il a atteint son quota de stimuli qu'il est capable d'encaisser, puis là, il pète aux frettes, je tombe en surcharge, bien là, je suis pas en mesure d'accéder à mes facultés cognitives. Puis c'est la même affaire au niveau de la dérégulation émotionnelle. Si je suis en surcharge émotionnelle parce que j'ai accumulé trop d'émotions, tu sais, j'ai refoulé trop, là, puis là, je suis comme jam-pack d'un cocktail d'émotions non identifiées, ou que, même si je suis quelqu'un, tu sais, qui a une bonne hygiène émotionnelle puis qui vit ses émotions au fur et à mesure, si je me retrouve envahie d'une émotion qui est too much là, par rapport à la capacité à mon cerveau de dealer avec ce trop-plein-là, ben, je vais me retrouver en surcharge émotionnelle. Puis c'est cette surcharge émotionnelle-là qui va m'empêcher d'accéder à mes facultés cognitives. Donc, si on donne l'exemple, un parent, justement, qui sait tout comment agir dans le moment que son enfant fait une crise, mais que, il tombe dérégulé, fait qu'il n'est pas capable d'accéder à même s'il sait la façon de faire, ça serait un bon exemple. Puis, un enfant, par exemple, tu sais, qui, t'essaies de faire un exercice de mathématiques, puis là, tu vois, là, tu sais, ça marche pas, oh non, ça débloque pas, il y a les larmes aux yeux, tu sais, ça serait un autre exemple aussi, tu sais, de la dérégulation. Puis ça, parce que ça, je me pose la question des fois, tu sais, ma fille a beaucoup besoin de bouger, ce qu'on essaye le plus possible de faire dans les apprentissages, mais si, exemple, on essaie de faire un exercice,
Puis je vois que, tu sais, ça marche pas, c'est pas dans un bon... Ça fait plusieurs fois que je répète la question, puis tu sais, elle est découragée, tu sais, c'est pas dans un bon mood. Moi, souvent, j'ai le réflexe de faire comme « Hey, tu sais quoi? Moi, pour apprendre, là, c'est pas dans ce mood-là, j'ai envie qu'on soit dans un bon mood pour apprendre. On ferme le cahier, on va jouer dehors. » Puis ce que je me demande, c'est est-ce que, ben, c'est-tu la bonne façon de faire? Parce que est où la ligne entre elle est dérégulée, on a besoin de faire autre chose pour se réguler, puis être disponible après pour apprendre, versus, ben, à chaque fois qu'elle a un petit découragement, tu sais, on débarque, puis, tu sais, fait que je me pose cette question-là entre, est où la ligne entre la régulation, puis le pas lui apprendre à comme persévérer. Ben non, tu sais, je comprends que tu trouves ça difficile en ce moment. Hey, on essaye encore, on est capable, puis de se surpasser finalement. Ouais. La persévérance, là, c'est pas quelque chose qui s'enseigne, hein. On pense souvent qu'il faut apprendre la persévérance à nos enfants, mais c'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se développe, puis qui se développe à force de vivre des succès. À force de se dépasser un petit peu, puis de voir « Ah, j'ai été capable! » Tu sais, à force d'avoir vraiment envie. Tu sais, la persévérance, là, ça s'apparente un peu au courage. Tu sais, le courage, c'est à la fois d'avoir peur de quelque chose, mais d'avoir tellement envie de le faire que tu surmontes ta peur. Fait que le courage, c'est pas de ne pas avoir peur. Ça prend les deux pour qu'on parle du réel courage. La persévérance, je l'interprète de la même façon. Fait que je trouve ça difficile, je suis découragée, mais j'ai vraiment envie de l'avoir. J'ai vraiment envie de me surpasser. Puis pour qu'un enfant ait envie de l'avoir, qu'il ait envie de se surpasser, il faut qu'il y ait une motivation. Généralement, dans notre société, c'est des motivations extrinsèques que les gens vont utiliser, des nananes, du chantage, des fois même du chantage affectif, là, ou c'est ça, des systèmes de récompense et tout ça. Et la littérature scientifique nous démontre que ça fait pas long feu, hein? Et ça peut avoir un impact sur le moment, mais c'est pas ça qui va faire à long terme que le jeune va développer sa persévérance. Parce que la réelle persévérance, ça vient d'un élan de soi. OK? Fait que je trouve ça difficile, mais j'ai l'élan, j'ai le désir, je veux réussir, je veux me dépasser, je veux aller au-delà. OK? Je veux pas lâcher le morceau. Fait que la réelle persévérance ne vient pas de l'extérieur. Fait que c'est pas un processus d'outside in, c'est un processus d'inside out. Ça prend cet élan-là. Et c'est ça qu'on veut nourrir chez nos enfants quand ils sont face à une difficulté. La science est unanime, hein, par rapport à ça. Ça fait des années qu'on étudie le jeu. Puis, il y a consensus dans la communauté scientifique pour dire que le jeu libre, ça surpasse n'importe quelle autre activité pour les enfants quand il est question à la fois des apprentissages, mais aussi des habiletés sociales, tu sais, de tout ce qu'on veut voir émerger chez nos enfants, là, l'autocontrôle, la gestion des émotions, toutes ces affaires-là, là, c'est par le jeu libre que ça se fait le mieux. Puis, ça rentre pas dans la tête de de notre gouvernement. Parce que, tu sais, même je le vois là, en scolaire, les profs qui disent « Ah oui, moi, j'intègre vraiment beaucoup le jeu dans les apprentissages. » Oui, c'est vrai, c'est du jeu, mais c'est pas du jeu libre. Ça a beau être ludique, c'est avec des jouets ou des activités, mais ça reste que c'est pas du jeu libre. Choisir l'éducation à domicile, c'est une grande aventure et avec laquelle vous n'êtes jamais seul pour la vivre. Le jeu libre, c'est un jeu qui est initié par l'enfant et dans lequel l'enfant décide comment ça va se dérouler. Il décide des règles. Le jeu libre, c'est un jeu pour lequel le processus prime sur le résultat. Il n'y a pas de dimension de performance dans le jeu libre.
Puis c'est ça, là, qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas, là, qui vont dire, oh, oui, on apprend beaucoup par le jeu, mais non, mais c'est tout le temps des jeux de société ou c'est des jeux dirigés par l'adulte. Ça, c'est pas du jeu libre. Et ça, même si de l'extérieur, on dit, ah, wow, ouais, c'est un jeu qui apprend les lettres de l'alphabet, c'est sûr, c'est meilleur que de juste jouer avec ces petits bonhommes. Tu sais, c'est ce que monsieur, madame, tout le monde a comme croyance ou préjugés, en fait. Euh, mais c'est ça que j'essaie vraiment là, de déconstruire, puis je veux qu'on redonne aux jeux libres ces lettres de noblesse, parce que, pas moi qui le dis, c'est appuyé par une trolley là, de données probantes. C'est ça, c'est le jeu libre qui va amener le cerveau à se développer le plus possible à son plein potentiel, bien plus que des activités structurées par l'adulte qui visent à cibler un objectif en particulier, là, puis justement à remplir l'enfant de l'outside in et non de laisser l'enfant se développer de l'inside out. C'est ça, le jeu libre, c'est ce que ça permet. Là. Puis, tu sais, ce qui est beau avec le jeu libre, c'est que les enfants vont toujours jouer au jeu qu'il a besoin de jouer. Mhm. C'est vraiment une fenêtre sur leur monde intérieur. Là. C'est la thérapie de la nature. Là. Puis t'as pas besoin d'avoir fait un doctorat en psychologie là, pour pouvoir faire cette thérapie-là. Le jeu, c'est ce qu'il y a de vraiment, comme je dis, c'est ce qu'il y a de plus naturel. Puis ça permet cette mouvance des émotions, ça permet de, de, d'extérioriser même des traumas, là. Tu sais, Ouais, des les enfants nœuds. vont jouer Ouais. beaucoup aux événements qui les ont marqués. C'est comme ça qu'ils vont en guérir, là. C'est fou, là. C'est fou. Puis si, tu sais, comme moi, mes deux enfants, mettons que je les observe jouer librement, ma fille va avoir beaucoup tendance à prendre la posture de leader, à dirige le jeu, là. Tu sais, elle dit comme, hey, on va jouer à telle chose, mais là, toi, tu te places de cette façon-là. Puis là, puis tu sais, moi, j'ai pas tendance à faire ça, là. Fait que, tu sais, j'imagine que c'est vraiment des qualités de leader, si je peux dire. Je sais pas, est-ce que l'autre enfant, à ce moment-là, perd un peu le jeu libre, vu que c'est pas le parent qui va venir diriger, mais l'autre enfant, il va quand même chercher à diriger le jeu, finalement. Je comprends ce que tu veux dire. Dans le fond, ça, là, c'est quand même ce qu'on s'attend là, dans une hiérarchie de fratrie. OK? On s'attend à voir qu'il y a un instinct de prise en charge, un instinct de lead chez les plus vieux, puis qu'il y ait cette espèce de dépendance naturelle, tout à fait saine, chez les plus jeunes qui vont suivre les plus vieux. On s'attend à ça. Encore une fois, c'est ce que la nature a prévu. Puis le plus jeune, ben, tu sais, il va se trouver des moments de jeu où ça va être vraiment lui le conducteur. Là. C'est lui qui va décider, puis il va être dans son monde, dans sa bulle. C'est ça qui est beau avec le jeu. Hein. Le jeu, c'est comme le berceau de la démocratie. Quand on regarde le jeu libre, là, bien entendu, c'est le berceau de la démocratie. Quand on regarde des enfants en multi-âge qui jouent ensemble, c'est vrai des fois là, qu'il y en a qui peuvent prendre un peu plus de place. Mais ce qui va arriver, c'est qu'il y en a que ça fera pas leur affaire. Puis si ça fait pas leur affaire, ben ils vont partir. Ça va mettre fin au jeu. Donc c'est pas à leur avantage d'être là-dedans les plus vieux. Fait que c'est là qu'on va voir des fois que là, ils vont se mettre à avoir un peu plus de considération de l'opinion de l'autre. Ou même des plus vieux qui pourraient dire OK, non, ben on va changer les règles parce que sinon c'est trop tough pour ma petite sœur. Là, OK? Fait qu'on on va dire que pour elle, elle va faire telle affaire. Tu sais, fait que sans même qu'on intervienne, souvent on va voir que les plus vieux vont prendre soin des plus jeunes, qui vont adapter les règles, qui vont finalement faire consensus en écoutant l'opinion de tout le monde. Il y en a qui vont proposer des idées comme ah mais moi je propose ça à la place. OK, parfait, on y va avec ça. C'est vraiment une bonne idée. Fait que c'est fascinant de voir ça aller, puis que quand ça fait pas leur affaire, quand ça marche pas, les enfants, c'est ça, vont aller voir ailleurs, vont trouver réponse à leurs besoins d'une autre façon, puis ils vont aller faire leurs propres règles dans leur propre univers, là.
Moi, ce que je trouve beau, en tout cas, moi, j'ai observé ça à plusieurs occasions, là, des jeux libres avec un groupe d'enfants d'école maison, multi-âge. Euh, c'est ça. C'est comme, il y en a des plus vieux qui allaient animer des plus jeunes, mais ça venait comme naturellement. Mhm. Puis quand ils étaient tannés d'être avec des plus jeunes, ben là, whoop, ils allaient voir les ados, soit de leur âge ou des plus vieux. Puis là, ça se promène comme ça, là. C'est vraiment, en tout cas, moi, j'ai vraiment des Ouais. beaux souvenirs de ça. Puis nous, on n'intervenait pas, là. On regardait ça aller, puis on était comme, waouh! Oui, puis ça, tu vois, c'est quelque chose qu'on perd. Comme, tu sais, cet instinct-là, là, de vouloir prendre soin des plus petits et de prendre le lead pour protéger les plus jeunes, ben souvent, on va voir que cet instinct-là va être vraiment atténué quand on met des enfants ensemble dans des groupes du même âge. Parce que là, les enfants, quand ils sont avec d'autres enfants du même âge, ben, ils sont plus, de un, exposés aux plus petits. Ils bénéficient plus non plus de la protection des plus vieux. Fait qu'ils sont plus, tu sais, pris en charge par d'autres. Ils reçoivent plus les soins des plus vieux. Fait qu'ils se retrouvent vraiment avec tout, ben c'est ça, du monde du même âge, dans un contexte, souvent, tu sais, mettons le contexte scolaire, c'est un contexte où les ressources sont très limitées. Puis là, quand je parle des ressources, je parle des ressources les plus importantes, là, genre l'amour de l'enseignante, l'attention de l'enseignante. Tu sais, quand tu as une enseignante pour 25 enfants, ces ressources affectives sont en quantité limitée. Et c'est là que les jeunes vont se mettre à jouer du coude, qui vont se considérer comme des menaces, comme des compétiteurs, comme des rivaux. Puis ça, cet instinct de compétition-là, de vouloir jouer du coude et tout ça, c'est l'opposé de vouloir prendre soin d'eux. Fait que on se retrouve avec des enfants qui, au lieu de vouloir prendre soin d'eux, ben ça va être plus du chacun pour soi. On est en mode survie, puis s'il faut qu'on en écrase, on va en écraser. Fait qu'on n'est plus du tout dans ce que la nature a prévu pour nous. Intéressant. Vraiment. Vraiment. Euh, ben moi, en tout cas, j'étais un peu convaincue qu'à cause de l'expérience multi-âge que des jeunes d'école maison ont pu vivre, là, euh, en tout cas, moi, c'était quelque chose que je me faisais souvent remarquer des gens qui étaient moins habitués de voir un groupe de jeunes d'école maison jouer ensemble. Puis eux, ils étaient toujours impressionnés, tu sais, de voir un ado de 12 13 ans, puis de ne pas être intimidés d'aller parler avec un adulte aussi. Ouais. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai observé aussi chez mes enfants. Mais pour moi, c'était comme normal, tu sais. Mais j'ai comme réalisé que de l'extérieur, de ceux qui sont sont pas habitués à ce contexte-là, ils trouvaient ça fascinant. Ils disaient, mon Dieu, Voulez-vous tes que je vous enfants, explique la science ils ont derrière ça? l'air, ils ont l'air à l'aise de parler à des adultes, tu sais, comment ça se fait, tu sais, je veux dire. Oui, oui, je Ouais. suis curieuse. OK. Dans le fond, Dans le fond, tu sais, ce que la nature a prévu, c'est que les enfants s'attachent aux grandes personnes significatives dans leur vie. Puis, ce qu'on va voir justement avec des enfants d'école maison, c'est qu'on va vraiment beaucoup protéger le lien d'attachement parce que, ben, les parents éducateurs, ils vont être très présents, très impliqués, ils vont demeurer la figure de référence. Les enfants, ils savent que les parents, c'est la réponse là, à pas mal tout. Parce que quand ils ont un questionnement, ben c'est vers les parents qui vont se tourner ou vers les parents de la communauté. Parce qu'on le sait, chez la communauté de parents d'enfants d'école à la maison, ben souvent on va se rassembler, puis là, ben on va être avec tout le temps la petite gang, ou ben nos enfants vont aller jouer chez d'autres enfants d'école maison, puis ils connaissent bien les parents. Fait que tu sais, les adultes, ça, pour eux, ça demeure une figure de référence, ça demeure une source de sécurité, de guidance, de réponse, de protection, de ressources, de tout, OK? Mais ce qu'on constate avec les enfants qui sont scolarisés dans des institutions, justement dans des classes, là, avec des enfants du même âge,
Ben là, ce qui va se passer, c'est que les enfants, euh, ils vont, au lieu de se tourner vers l'adulte, parce que ben souvent, il n'y a pas suffisamment d'adultes disponibles quand ils en ont besoin, euh, ou il n'y en a pas du tout. Là, tu sais, je fais juste penser à la cour d'école. La cour d'école, c'est une jungle, cette affaire-là. Là. Puis, ben souvent, nos enfants, ils n'auront pas de repères dans la cour d'école. Fait que ça va être quoi leur repère? Ça va être les amis. Fait que quand il se passe quelque chose, ils vont se tourner vers leurs amis pour trouver justement des réponses, du réconfort, de la sécurité, pour savoir quoi faire. Donc, ils vont copier un peu ce que leurs amis font. Puis, ce qui va se passer, c'est que les enfants vont trouver leur réconfort au sein de la relation avec les enfants du même âge. La timidité, là. La timidité, ça a une fonction adaptative de survie de l'espèce. La timidité, ça sert à, de un, être prudent, mais ça sert aussi au niveau relationnel. Ça sert à approfondir la relation d'attachement avec les personnes significatives. C'est-à-dire que c'est attendu que un enfant soit en début de tu sais, en début de parcours développemental, là, quand ils sont plus jeunes, c'est attendu qu'ils repoussent un peu les autres adultes pour vouloir leurs parents. On s'attend à ça parce qu'ils ont besoin d'approfondir leur relation avec leurs parents. Et plus la relation avec les parents va s'approfondir, mais plus là, justement, ils vont être plus facilement en interaction avec d'autres adultes. Fait que cette timidité-là, ce qu'on constate avec les enfants qui sont scolarisés, ben, c'est qu'ils, scolarisés, ou ceux qu'on socialise dans des groupes du même âge, mettons, là, ces enfants-là, ils vont perdre leur timidité avec les amis du même âge. Fait qu'ils vont, ils seront pas timides du tout avec leur groupe de pairs, PAIRS, mais ils vont devenir timides avec les adultes. Alors que c'est pas supposé être ça. Puis tu sais, moi, je l'ai vu dans tellement de cas où on me consultait parce que l'enfant faisait du mutisme sélectif. Elle était pas capable de parler à l'école. Elle se sentait pas en sécurité. Elle était pas capable de parler à sa prof. Fait qu'elle était timide envers la prof. Il y avait cette timidité-là pathologique là, envers la prof, mais elle parlait à ses amis. Fait que, tu sais, on voit là, que c'est pas du tout l'ordre prévu par la nature. Les amis sont pas supposés être une source de sécurité, c'est supposé être les grandes personnes. Puis Mais c'est ça, c'était une de mes prochaines questions. C'est comme moi, mon garçon, il est très timide. Puis on se rassemble justement, tu sais, plusieurs familles d'école-maison, que c'est pas mal toujours les mêmes. Fait que, tu sais, c'est pas autant enfants qu'adultes, c'est des visages qu'il a déjà vus, qu'il connaît. Mais, tu sais, il va avoir 5 ans. Il va rester beaucoup collé contre moi, mais que ça soit autant envers les adultes que les autres enfants, même s'il les connaît. Fait que ça, je me demande, est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose pour essayer de l'aider? Parce que, comme tu sais, c'est plate, des fois, on est, mettons, un brunch de plein de familles d'école-maison, tout le monde a du plaisir, puis lui, il reste collé contre moi, puis là, il me dit, mettons, maman, peux-tu venir avec moi, aller chercher le jouet là, puis je vais revenir avec toi? Fait que là, je suis comme là, tu sais, est-ce que moi, je le regarde, puis je me dis, tu sais, il manque un peu, là, tu sais, il s'amuse pas pendant ce temps-là, il est pas en train de développer quelque chose, tu sais. Fait que ça, est-ce que c'est un côté normal ou il faut faire oui, oui. quelque chose Non, pour c'est normal. essayer d'aider? En tant que parent éducateur, on préfère parfois ne pas être responsable de toutes les sphères de l'école à la maison de notre enfant. La deuxième classe est là pour soutenir les familles qui désirent déléguer une partie des apprentissages. C'est drôle parce que c'est exactement la thématique du livre que je suis en train d'écrire en ce moment. Puis ben, je l'ai écrit, là, mais il est en train de se faire illustrer, là, mes livres pour enfants. C'est exactement ça. Ça va être Tipou au party de famille. Puis, puis là, comme il se passe bien des affaires au party de famille. Puis Tipou, il trouve ça bien intimidant. Ce qui se passe, c'est qu'il faut voir aussi la timidité, comme je vous disais, comme de la prudence. Puis la prudence, tu sais, il y en a des enfants qui vont être vraiment très téméraires, puis il y en a d'autres qui vont être extrêmement prudents. Généralement, nos plus prudents, ça vient avec une plus grande sensibilité. Ok? Nos enfants plus sensibles vont souvent être beaucoup plus prudents parce qu'ils ont besoin
ils ont besoin de prendre le temps d'apprivoiser leur environnement. Fait que non, l'idée, c'est pas de forcer l'enfant à dire vas-y, tu vas avoir bien plus de fun avec tes cousins, avec tes amis, vas-y, va jouer, va jouer, va jouer. Ça sert à rien de faire ça parce que si il va pas jouer, c'est parce qu'il est alarmé. Fait qu'on va pas l'alarmer davantage en lui mettant de la pression de performance puis en lui disant non, tu peux pas compter sur moi, moi je m'en vais faire d'autres choses. Moi je m'en vais parler avec les adultes. Là, moi je m'occupe pas de toi. Si je fais ça, ben je vais juste l'alarmer davantage puis il va avoir encore moins l'élan d'aller explorer. Si je veux que l'enfant ait l'élan d'aller explorer, qu'il ait l'élan d'aller vers l'autre, il faut d'abord et avant tout qu'il se sente en sécurité. Fait que la première affaire à faire, c'est de dire oh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, hein? Puis il y en a qu'on connaît pas beaucoup. Il y a des nouvelles personnes ou c'est un nouvel endroit. Prends ton temps. Reste avec moi. Regarde comment que ça se passe, mais moi, je vais parler avec les gens. Parce que moi, je les aime, puis j'avais hâte de les voir, puis je suis super contente de les voir, puis moi, je les aime, c'est bizarre, drôle, puis j'ai du plaisir à leur parler. Fait que moi, je vais leur parler, mais toi, t'es pas obligé. Tu peux rester avec moi le temps qu'il faut. Puis là, on regarde notre petit pouls, là. Si on voit justement, là, il en regarde là, du coin de l'œil, là, on sent là, que il a le goût d'y aller, mais c'est encore un peu trop confrontant pour lui, ben on va compenser pour son immaturité. On va compenser pour sa difficulté. Fait qu'on on peut lui proposer de on va y aller ensemble. On va aller voir à quoi ils jouent. On va aller leur demander c'est quoi leur nom. Tu sais? Fait qu'on va comme l'aider à briser la glace, à aller explorer là, ce nouveau territoire-là avec ces nouvelles personnes-là. On va aller avec lui. Puis en faisant ça, tu sais, c'est comme je disais tantôt, on n'est pas en train de faire pour l'enfant, on fait avec. Je lui offre un modèle positif d'habileté sociale, de comment s'introduire à un groupe de personnes, tu sais. J'y offre un modèle, puis à force d'être exposé à ces modèles-là, il va être capable éventuellement de le reproduire. Mais là, c'est pas qu'il est pas capable de le reproduire, c'est qu'il se sent pas suffisamment en sécurité pour le faire. Fait que ma job, ben, c'est de le sécuriser. Puis de lui permettre de prendre son temps. Puis tu sais, c'est drôle parce que récemment, il y en a une maman là, de notre plateforme La Boussole qui me demandait comment qu'on fait pour que nos enfants ils acceptent d'aller dans des playdates avec d'autres enfants. Parce que là, mon enfant est rendu à 6 ans, puis il veut rien savoir d'aller jouer chez d'autres amis si je suis pas là. Puis, tu sais, il y a comme des steps là, qu'on peut prendre pour amener nos enfants à être confortables chez d'autres personnes, dans d'autres contextes. Puis c'est, ben, d'y aller avec au début, là. De leur fournir cette sécurité-là pour qu'ils puissent prendre le temps d'apprivoiser l'environnement, de se familiariser avec comment que ça marche chez Mathieu, qu'est-ce que ça sent chez Mathieu, sont où les toilettes chez Mathieu, tu sais, toutes ces affaires-là. Mais en ayant la sécurité que maman ou papa est pas loin. Puis aussi de nous voir, tu sais, nos enfants par loyauté, ils vont aimer ceux qu'on aime. Fait que si mon enfant me voit parler avec l'ami de son ami, avec le parent de son ami plutôt, là, s'il me voit parler avec le parent, s'il me voit rire avec son parent, s'il voit que le parent me fait un beau café, là, ben, ce qu'il va comprendre, c'est OK, la mère à Mathieu, là, elle fait des bons cafés, elle est drôle, ma mère l'approuve. Donc, si ma mère approuve cette personne-là, ben, je peux avoir confiance en elle. Fait que c'est comme ça, dans le fond, on veut que nos enfants soient capables de trouver leur sentiment de sécurité affective, puis sentiment de sécurité physique, donc dans l'environnement. Puis pour ça, ben, c'est nous la clé, hein. Fait que c'est correct là, qu'on leur donne le temps d'apprivoiser. Ils sont pas tous prudents au même niveau. Puis si on est tombé sur un très, très, très prudent, moi c'est ça, là, ma fille est très, 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 très prudente. Fait qu'au début, j'allais toujours avec elle dans les playdates. Toujours, 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 toujours. Puis maintenant, elle n'a plus besoin de moi. Mais pour les amis chez qui on est déjà allé, elle n'irait pas chez une amie chez qui elle n'est jamais allée sans moi. Ça, je sais très bien. Mais pour ceux qu'elle connaît les mamans, ben, elle sent vraiment confiance. Au niveau de la routine, en école maison, tu sais, c'est facile un peu d'avoir des journées différentes, d'avoir envie de suivre un peu ce que l'enfant, hey, t'as-tu le goût de faire ça? Parfait, on y va. Tu sais, pas avoir quelque chose de très routinier, Ouais. très établi. Est-ce que
à quel point c'est nécessaire, la routine. Fait que, tu sais, est-ce que de suivre, tu sais, pendant longtemps, moi, ma fille, mettons, ben, je la laissais se lever à l'heure qu'elle voulait le matin. Je me disais, ben, quand elle est prête à se réveiller, elle se réveille. Le Ouais. soir, s'il était 8h45 puis que tout d'un coup, elle avait le goût de faire des mathématiques, elle avait un élan, qu'elle voulait faire 20 pages dans son cahier, on le faisait. Ben, c'est pas grave. Quand elle va sentir la fatigue, tu sais, elle va se coucher. Est-ce que c'est ça, tu sais, à quel point que la routine, c'est important. Dans le fond, là, la raison pour laquelle il y en a beaucoup qui fonctionnent bien à l'intérieur d'une routine, c'est parce que la routine, ça amène prévisibilité et stabilité. Puis nous autres, les humains, on aime ça, savoir ce qui s'en vient. L'imprévisibilité, la nouveauté, c'est bien insécurisant pour nous autres, les humains, là, même les adultes. Fait que c'est pour ça que la routine, ça peut être très sécurisant pour plein de monde. Routine, par contre, ça ne veut pas dire d'avoir un horaire calculé au quart de tour, là. Avoir une Dans le fond, nos enfants, ils n'ont pas besoin d'avoir une routine coulée dans le béton. Ça, faut arrêter de penser ça. C'est pas de ça qu'ils ont besoin. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir des repères. Ils ont besoin de savoir à peu près qu'est-ce qui les attend dans la journée. Fait que de dire, par exemple, OK, ben ce matin, on va déjeuner, on va s'habiller, on va aller jouer dehors, on va aller, tu sais, faire nos activités dehors. Après ça, on va revenir, on va manger. On va avoir un temps plus calme où on va faire de la lecture. Après ça va être jeu libre. Je vais préparer le souper. Faites ce que vous voulez pendant ce temps-là. Après ça va être, tu sais, bain, douche, whatever. Après ça, encore activité libre. Puis on se couche quand on est fatigué. Fait que de savoir à peu près ce qui se passe. Puis à tout moment, là, si finalement, au moment de lecture, l'enfant a un élan pour faire une autre affaire, ben nous, on se doit d'être flexible aussi, là, puis de dire, ah, ben tu sais quoi? Là, je sens que tu as besoin de faire telle affaire. Ben parfait, on va faire telle affaire. L'idée, c'est que nos enfants aussi ont besoin de se déposer, hein, au sein de notre lead. Ils ont besoin de sentir qu'il y a un capitaine de bateau, là, en place, qui sait quoi faire. Fait que si l'enfant a l'impression que c'est tout le temps lui qui décide, euh, ben c'est là que ça devient insécurisant pour l'enfant, en fait, parce qu'il y a pas les capacités nécessaires pour décider de tout, là, même s'il aimerait ça, là. Fait qu'ils ont besoin quand même de savoir qu'il y a un capitaine qui décide. Fait que c'est pour ça, moi, j'aime bien euh, amener ça que, ben, je décide. J'ai pris la décision qu'on va faire ça différemment cet après-midi. J'ai l'impression, là, il fait beau. On a envie tu sais, d'aller se baigner finalement, là. Fait que notre période de lecture, on va la faire avant le dodo ce soir. On la fera pas là. C'est bien correct de faire ça. C'est correct d'être flexible. Tant qu'on le fait avec notre chapeau de capitaine de bateau, qu'on l'assume, qu'on est au devant, tu sais, dans le fond, les décisions qu'on prend, on les prend dans le meilleur intérêt de l'enfant en fonction de leurs besoins du moment. Fait que je vois que tu as un besoin, je réponds à ton besoin. Fait que ça leur donne la prévisibilité qui est tant sécurisante et cet aspect-là de se déposer à l'intérieur de notre lead pour qu'on les guide là où ils ont besoin d'aller. Puis ça, c'est autant applicable pour des enfants, mettons, neuroatypiques, parce que, tu sais, des fois, Les il y en enfants a qui ont... neuroatypiques, les Ouais, enfants neuroatypiques, ils ont vraiment beaucoup besoin de prévisibilité. ouais, c'est OK? ça, hein, parce qu'ils deviennent Beaucoup, insécures, là. beaucoup. Ouais, ils ont besoin de vraiment beaucoup savoir ce qui s'en vient. Puis c'est parce que souvent, les enfants neuroatypiques, vous vous souvenez quand j'ai parlé des fonctions exécutives, je parlais de la flexibilité mentale. La flexibilité mentale, c'est la capacité à considérer un plan B quand le plan A ne fonctionne pas. C'est l'opposé de la rigidité. Les enfants neuroatypiques, souvent, là, c'est très immature. Il y a de la OK? rigidité. Ouais, ils ont très peu de flexibilité mentale, d'accessible, surtout s'ils sont dérégulés. Hein, même s'ils en ont un peu de développé, pas accessible, là, s'ils sont dérégulés. Fait que ça les rend très rigides. Puis c'est ça qui va faire en sorte que souvent, ben, ils vont vouloir que tout se passe tout le temps de la même manière parce que ben, c'est ça qui est attendu. C'est... Mais ça veut pas dire qu'on peut pas être flexible.
qu'on peut pas être spontané. Ça veut pas dire que c'est impossible là, de changer la routine avec un enfant qui est neuroatypique. Ça veut juste dire qu'il faut considérer que pour que l'enfant soit capable d'être flexible, il doit se sentir en sécurité et être régulé. Fait que, puis pour qu'il se sente en sécurité, ben, il y a quand même besoin d'un minimum de prévisibilité, de repères, puis d'être déposé dans mon lead. Beaucoup ça, là. Moi, nous, on est 4 sur 4, là, neuroatypiques à la maison. Dans mettons, la journée, ma fille, exemple, je vais pas le sentir. Ça, si on fait, ah, elle a un élan, elle a le goût de faire telle affaire, ben oui, c'est vrai, ce serait le fun, on fait ça, on change. Ça, je sens pas du tout de rigidité à ce niveau-là. Probablement parce que je suis son élan. Mais quand, exemple, mettons, on joue à un jeu de société, puis là, son frère, tu sais, il a le goût de changer la règle, il veut pas faire. Là, je vais sentir plus la rigidité, on dirait, dans le cadre du jeu. Ben non, le jeu, c'est de cette façon-là qu'on le joue. Ben non, là, c'est là, t'as fait ça, c'est pas correct. Là, je vais le sentir plus à ce niveau-là. Ben, la flexibilité, ça s'apprend. C'est ça, là. Ça se développe. Ça se développe. OK. Oui, ça se développe. Ça se Un développe petit peu. à condition d'être dans les conditions favorables. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça, là. Ça se développe, il faut que ce soit accessible. C'est les deux dimensions. Tu sais, moi, je me souviens là, d'en avoir des enfants que j'ai eu en suivi qui avaient été évalués en neuropsychologie, puis que c'était écrit noir sur blanc là, dans le rapport de neuropsy qui avait des super bonnes fonctions exécutives, flexibilité mentale, là, waouh, 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 au-delà là, de ce qu'on s'attend pour la moyenne des enfants de son âge. Puis pourtant, sur le terrain, c'était pas ça qu'on voyait, là. On voyait un enfant hyper rigide, mais c'est parce que c'était un enfant qui était tout le temps dérégulé. Fait que même si les fonctions exécutives étaient super bien développées pour un enfant de son âge, même s'il y avait, tu sais, il y avait une pas pire flexibilité mentale en théorie, elle était jamais accessible, cette habileté-là, pour petit cœur. Fait que c'est pour ça qu'il n'y accédait pas. Vraiment intéressant. Oui. T'as mentionné le livre que t'as écrit en collaboration avec Julie Parent sur les écrans. Je me rappelle un bout que vous parliez, tu sais, de... Ah, c'était-tu Miss Rachel, je pense, que vous aviez parlé? Là, je veux Ouais. pas me... Tu sais, tu dis, ah, ça a beau être super éducatif, mais l'enfant, il est pas... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ça? Parce que, ben, tu sais, comme moi, mes enfants, ils adorent vraiment la diversité d'apprendre, là. Fait que, tu sais, exemple, ben, mettons, on parle de dinosaures, ben, ils ont pas juste le goût de le voir dans un livre, ils veulent voir un documentaire. Après ça, ils veulent voir un vidéo sur telle chose. Après ça, ils veulent faire un exercice en ligne sur telle affaire. Mhm. Est-ce que un enfant ou même un adulte, est-ce qu'on peut apprendre à partir d'une ressource technologique? Ouais, oui, 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 oui. OK. Puis ça, c'est pas, pour vrai, en toute honnêteté, c'est pas mon expertise. Ça, c'est une section qui a été écrite par Julie, là, ma co-autrice. C'est vraiment son expertise, cette section-là. Mais dans le fond, c'est parce que ça, c'était dans le chapitre du 0-6 ans, OK? Puis, tu sais, il faut comprendre que le développement du tout petit versus l'utilisation des technologies pour des enfants d'âge scolaire, on parle pas de la même affaire. C'est que, tu sais, dans le fond, mettons, si je parle du développement langagier puis cognitif, si je pense à une pomme, là, je veux que mon enfant apprenne c'est quoi une pomme. Ben, de juste montrer une vidéo d'une pomme en chantant que c'est une pomme, c'est pas ça qu'il va faire, qu'il va apprendre c'est quoi une pomme. Parce que pour savoir c'est quoi une pomme, ben, il y a besoin de manipuler la pomme, il y a besoin tu sais, de sentir la pomme, de toucher la pomme, de croquer la pomme. Bref, d'apprendre par l'expérience, ça a vraiment une plus grande valeur que de juste voir en 2D c'est quoi tel ou tel objet. OK? Mais là, les aides technologiques, ça, c'est une autre affaire complètement. Puis oui, on peut apprendre des affaires à travers un documentaire. Dans le fond, là, quand on parle d'enfants d'âge scolaire, c'est pas mal d'utiliser les écrans en support à ce qu'on apprend. Justement, tu sais, si je parle des baleines puis que j'explique qu'il y a un jet d'eau qui sort de la baleine, c'est vrai que c'est nice de voir de quoi ça a l'air.
sais. Fait que oui, on peut regarder une vidéo d'une baleine pour voir son jet d'eau, puis de voir comment que ça attrape les poissons. Puis, tu sais, d'amener ce visuel-là, ça peut être un appui pour les apprentissages, mais ça va jamais surpasser aller à une croisière aux baleines, là. Tu sais, mais on n'a pas tous les moyens de faire une croisière aux baleines. Fait que bien évidemment, puis tu sais, on peut pas, là, aller à l'époque du Jurassique. Fait que c'est correct qu'on regarde des vidéos puis des documentaires sur les dinosaures, là. Mais c'est ça, tu sais, fait que c'est bien correct, là, d'utiliser les écrans en appui pour bonifier, surtout si on réinvestit ça dans le quotidien par après. Ah oui, on avait vu l'ankylosaure. Là, l'autre fois, je sais plus qu'est-ce qu'on avait vu. On avait vu un lézard qui avait une boule au bout de sa queue. Puis là, ma fille a fait le lien. Mais oui, c'est comme l'ankylosaure qu'on avait vu. Puis que là, il donnait des coups au tyrannosaure avec sa boule osseuse. Puis, fait que peut-être... Fait que là, je dis, mais à quoi tu penses qu'elle sert, la queue du dinosaure, pas du dinosaure, mais du lézard? Ben, d'après moi, c'est un moyen de défense pour se défendre lui aussi. Tu sais, on a généralisé quelque chose qu'elle a vu dans un documentaire à un autre contexte pour le réutiliser concrètement. Fait que, tu sais, tout ça, c'est vraiment une plus-value au final. Mais c'est, dans le fond, juste de mettre un écran à un enfant, c'est pas ça qui va faire qu'il va apprendre. C'est tout l'enrobage à côté, de réutiliser ça, d'en parler, de rajouter, d'enrichir le vocabulaire. Tu sais, c'est ça là, qui va faire que ça va être intéressant au niveau des apprentissages. Ça me fait beaucoup penser quand on parle d'approche par projet, là, tu sais, c'est beaucoup ça, tu sais, exemple, on va Oui. parler de baleine, mais il va y avoir plein de façons, plein de matières qui vont passer à travers la baleine, puis tout ça ensemble fait quelque chose de magique. Exact. Toi, Natacha, t'aimais ça, hein? Je pense, les conférences et les congrès pour t'inspirer dans ton école maison. Ben oui, ça me donnait un beau boost d'énergie, plein de bonnes idées pour bonifier notre expérience d'école à la maison. J'étais super excitée quand Marine, l'organisatrice du sommet IEF, a annoncé qu'il y aurait une 2e édition qui va avoir lieu en septembre prochain. Mais oui, justement, du 20 septembre au 30 octobre prochain, les participants vont avoir accès à toute une série de conférences vidéo sur plusieurs sujets afin d'accompagner l'expérience des apprentissages en famille. J'étais allée voir sur le site, il va y avoir entre autres Thierry Pardo, que j'ai eu la chance de rencontrer au dernier congrès de la KED. Donc, son kiosque, il était juste en face de notre kiosque que nous, on avait fait pour promouvoir le podcast. Puis, il avait emmené, je sais pas si c'était tous ses livres, mais en tout cas, il y en avait beaucoup qui avaient écrit. Puis, j'étais vraiment attirée tout le long que j'avais le kiosque. J'avais hâte d'aller voir ses livres et je m'en suis procuré un, justement. Donc, je suis en train de le lire. Donc, j'ai bien hâte de l'écouter en conférence alors que je suis en pleine lecture. On peut se procurer les billets justement dès maintenant. On va vous mettre le lien vers la boutique en description de l'épisode. On avait une question d'une abonnée. Je vais la lire au cas. Je pense qu'on l'a quand même répondu, mais elle est plutôt longue. Fait que je vais juste la lire pour être sûre si tu n'as pas quelque chose à rajouter. Donc, elle demandait « Ce que je trouve le plus difficile en école maison, c'est d'avoir le chapeau de maman et de prof. » Quand on est dans notre rôle de prof, il y a des choses que nos enfants ne veulent pas faire. Exemple, leur page de maths ou la composition de français. Comment fait-on pour rester un parent qui évite les jugements de valeur sur la qualité ou la quantité de travail que l'on demande? Je trouve difficile de garder mon rôle de maman aimante et soutenante quand j'ai aussi le rôle de sanction du prof. Ah, mais c'est parce que c'est ça, là. C'est ça, c'est... Tu sais, on n'est pas obligé de tomber dans les sanctions. On n'est pas obligé de tomber dans les obligations, les tu devrais. Tu sais, souvent, ça part du besoin puis des craintes du parent. Les parents vont se mettre cette pression-là. Puis, tu sais, moi, je me souviens, là, en septembre, je donnais un exemple, OK? En septembre, ma fille, elle voulait rien savoir d'écrire. Absolument rien savoir. Puis je me rendais bien compte là, que la raison pour laquelle elle voulait rien savoir d'écrire, c'est parce qu'elle trouvait ça vraiment dur. C'est Puis, dur aussi. C'est ben vraiment oui, dur ben oui, d'apprendre à absolument, là. écrire, là. Ouais, Ouais. c'est dur. C'est dur. Puis les enfants se développent pas tous au même rythme.
Tu sais, mettons, là, imaginez les filles, là, que on se retrouve là, dans une dystopie, là, les enfants commencent l'école à 12 mois. Fait que là, à 12 mois, là, ben là, l'enseignante, elle va dire, OK, ben cette semaine, on apprend à marcher. Parce que c'est ça qui est dans mon programme. C'est ça dans mon curriculum. Cette semaine, on apprend à marcher. On dirait, mais ça n'a aucun sens. Les enfants n'apprennent pas tout à marcher à 12 mois, là. Il y en a c'est avant, il y en a c'est après. Ils ont leur propre rythme. Ben, guess what? C'est la même affaire pour toutes les compétences. L'écriture, la lecture, attacher ses souliers, tout. Sauf Tellement. que là, ben, on s'attend. OK, l'enfant a 5 ans, mais il faut qu'il commence à écrire. Ah là, c'est la maternelle, là, il faut qu'il commence à écrire des lettres, il faut qu'il écrive son nom. Fait qu'on s'attend à ça. La société nous a dit que c'était comme ça. Puis, si, mettons, ma fille était allée à la maternelle, là, dans un programme de maternelle normal, là, même alternatif, là, je veux dire, ben, si elle était allée à l'école, ben, on lui aurait pas donné le choix, là. Il aurait fallu qu'elle écrive. On aurait tiré sur la La plante plante, pour qu'elle pousse ouais. plus vite. Ça l'aurait magané ma petite plante, ça. Parce que ça aurait créé encore plus de résistance. Elle se serait trouvée encore plus poche. Puis là, moi, les enseignantes m'auraient dit, oh là, Elisabeth, elle a de la misère avec l'écriture, il va falloir travailler plus ça à la maison. Fait que moi, là, le soir, je l'aurais mis en mode travail encore plus. J'aurais mis beurre et puis là, probablement, moi, je me serais stressée avec ça. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Moi, j'ai décidé là, que l'écriture, là, ben, si elle en arrache, c'est parce que au niveau de la motricité fine, c'est encore difficile pour elle. Ben, je vais travailler sa motricité fine autrement. On va faire de l'enfilage, on va faire du coloriage, on va faire plein d'affaires par le jeu qui va travailler les habiletés qu'elle a besoin d'avoir pour écrire. Puis en mars, OK? En mars, on est rendu loin dans l'année, là. En mars, un moment donné, par hasard, on est en train de faire. On est en train de souper. Ça n'a même pas rapport, là. On est en train de souper. Puis on parle de lettres, on parle de forme de lettres. Puis là, je décide de dessiner un trottoir, tu sais, pour la calligraphie. Je dessine ça sur une feuille. Puis là, j'y explique qu'il y a des lettres qui vont jusqu'aux premières étapes, comme le H minuscule, qu'il y a le J, par exemple, lui, il va dans le sous-sol. Puis là, elle a un déclic, puis elle a envie d'essayer. Puis là, elle se met à le faire. Puis là, elle était bonne! Elle était rendue là dans son développement. J'ai fait confiance à la nature, j'ai pas tiré sa plante pour qu'elle pousse plus vite, puis ça a fait en sorte qu'elle a, là, elle a envie d'écrire des affaires. Fait que si justement, je me dis non, là, il faut que tu fasses tes cahiers, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça parce que le programme dit qu'il faut que tu fasses ça, je suis pas en train de répondre aux besoins de l'enfant du tout. Je suis en train de répondre à mon besoin de performance, mon besoin de rendre des comptes à la société, mon besoin de prouver là, que je fais une bonne job comme maman. Puis c'est ça qu'il faut déconstruire. Si on fait l'école à la maison, c'est parce qu'on veut se sortir de ça. On veut ramener ce que la nature, on veut honorer le développement de notre enfant, on veut honorer son rythme, honorer ses intérêts, honorer ce qu'il est et non ce qu'il devrait être. Oui, j'ai vu la même chose. Moi, ma fille, tu sais, c'était la lecture. Là, on travaille encore l'écriture. Là, l'écriture, c'est difficile, mais la lecture, là, puis tu sais, moi, je suis une personne qui lit énormément, là. C'est même un gag à la maison. Mon conjoint dit, tu prends un livre, tu sais, t'as fini de le lire, là. Puis ma fille, elle voulait pas, tu sais, elle se mettait tellement de pression qu'elle voyait ça dépassait moindrement une phrase, puis elle était déjà découragée. Ça va être tellement long à lire, je suis tellement pas vite. Puis j'étais là dans ma tête, non, moi, je veux pas que ça devienne négatif. Je veux qu'elle aime lire autant que moi, j'aime lire. Les choses qu'elle doit lire, on va les lire ensemble. Puis au pire, je lirai tout au début. Puis à un moment donné, elle va avoir le goût de lire juste un titre. Puis à un moment donné, elle va lire juste un petit bout. Puis ça a décliqué à un moment donné, puis c'est rendu, elle se réveille le matin, puis elle reste 1 heure dans le lit pour lire ses BD toute seule, tu sais, puis j'ai fait « Ah, mon Dieu, quel cadeau que j'ai pu lui faire de pas faire, mais là, c'est là que tu lis, puis là, elle développe de pas aimer lire, puis vouloir éviter Ouais. à tout prix, parce que c'est là, faut que tu lises, puis c'est l'obligation, c'est là, puis... Là, j'ai pu à la place la laisser aller, puis aujourd'hui, elle adore la lecture. Là. Et Où est-ce voilà. où est-ce que ça devient difficile, c'est quand on se compare au système scolaire.
Ouais. Tu sais, on fait l'école maison, puis là, hey, en décembre, là, le petit voisin qui va à l'école, ben il sait lire, lui, hein? D'habitude, au mois de décembre, là, ils savent lire à peu près. Mais c'est ça, tu sais, comme moi, mon plus vieux aussi, ça a été en mars, tu sais. Mais, puis moi non plus, je voulais pas tirer sa plante parce que je voulais qu'il aime lire. Ouais. Parce Mhm. qu'après, quand ils aiment lire puis qu'ils savent lire, ben là, ils ont comme un autre niveau d'accessibilité là, aux connaissances que nous, on n'a pas toujours la disponibilité 24 heures sur 24 pour toutes leur lire ou toutes leur apprendre, là, mais ils apprennent beaucoup, là, les enfants d'école maison, une fois Ouais. qu'ils savent lire. Tu sais, il y a beaucoup d'autodidactes là, à travers Mhm. le cheminement là, des jeunes qui font l'école maison. Ouais. Euh, fait que c'est important, tu sais, que la phase d'apprentissage de la lecture se fasse comme dans un environnement sécuritaire, puis pas de Ouais. stress, puis parce que après, tu sais, c'est comme un placement à long terme, là, moi j'appelle, là. Exactement. Oui, Ouais. parce que, tu sais, de toute façon, là, on le sait, là, les données probantes qui ont étudié justement les enfants qui font l'école à la maison, ben, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un plus haut taux de diplômes universitaires qui sont chez les enfants d'école à la maison. Ils ont des meilleurs rendements. Tu sais, il y a vraiment des bénéfices à long terme. Puis même, tu sais, si je peux rassurer par rapport à la lecture, ça a été démontré que les lecteurs tardifs, donc ceux qui ont appris à lire plus tard, rattrapent vraiment, vraiment, vraiment vite là, les lecteurs précoces, puis et les surpassent au niveau de la compréhension. Fait qu'au niveau Ouais. de juste la lecture, ils arrivent vraiment au même niveau, là, mettons rendu un peu plus loin, mais ils vont les surpasser au niveau de la compréhension. Fait que ça sert à rien de forcer les choses. Puis la chose, des fois aussi, ben ça reste qu'en tant que parent éducateur, on a des obligations quand même. Fait que, tu sais, avec la DEM, par exemple, ben, tu sais, moi, ma fille, j'ai beau dire, mettons, ben, moi, je respecte son rythme, qu'elle veut pas écrire des textes super longs, ben, quand on rencontre, puis que je montre, mettons, une preuve d'apprentissage d'écriture, puis comme, ben, il faut qu'elle écrive des plus longs textes, on a comme les mains liées à un moment donné, qu'il faut comme Ouais. on est obligé de comme, c'est ça, tu sais, c'est comme le entre-deux entre on veut absolument suivre l'élan de notre enfant, puis on n'a pas le choix Ouais. de respecter comme les attentes pour montrer que finalement on apprend ce qui est dû d'apprendre à notre Mhm. enfant. Ouais. Ouais, Non, ben c'est ça. c'est ça. Il faut qu'on gère ça, nous, les parents éducateurs. Ouais, effectivement, c'est le petit côté, ouais, moins le fun. Ouais. Mais chez nous, l'écriture, ça a été plus difficile que l'apprentissage de la lecture. Puis pourtant, ça lisait beaucoup, là, ça lit beaucoup là, chez nous. Euh, ouais, c'est ça. Fait qu'il y a comme un moment donné, même je me questionnais, tu sais, comme tu disais tantôt, procrastiner, repousser la tâche ou éviter la tâche, là. La tâche d'écriture chez nous, c'était souvent évité. Euh, fait que j'essayais de les accompagner là-dedans le plus possible, mais quand mon plus vieux il rentre au cégep, ben là, il s'est mis à faire des dissertations, puis c'était comme si, tu sais, moi j'avais peur que ça lui cause une lacune même. Puis au début, oui, il a trouvé ça un peu rushant parce qu'au cégep, ça l'écrit pas mal plus, là, Mhm. quand même des bons textes plus longs. Euh, mais je veux dire, il fait des dissertations comme tout le monde. Puis, fait que c'est ça. Ouais, c'est Mais à un ça. moment donné, Faut faire j'étais inquiète. confiance au développement, là. Ouais, Faut c'est faire ça. confiance à la Ouais, nature. Elle a ouais, prévu l'affaire. Puis nous, notre job, c'est de donner les conditions favorables puis de compenser quand on voit que c'est trop difficile pour eux. De faire avec. C'est ça. Puis ouais, tant qu'ils vont sentir qu'ils peuvent compter sur nous quand ils sont face à une difficulté, ben c'est là que leur pression de performance va s'enlever puis qu'ils vont réaccéder à toutes leurs ressources qui sont là, ou qui sont en train de se développer, mais tu sais, qui, auxquels ils ont besoin pour accomplir les tâches qu'on leur demande. mais des fois, en école maison, on n'a pas nécessairement toujours le réflexe d'aller tout de suite consulter si on soupçonne qu'il y a peut-être Mhm. un défi, admettons, dyslexie,
dysorthographie. Fait que, tu sais, quand un enfant repousse la tâche, c'est quand ou est-ce qu'on se dit, OK, là, il repousse ou il évite carrément la tâche? C'est-tu parce que ça cache, tu sais, un défi d'apprentissage? C'est quand qu'il faut se dire, OK, pour peut-être que là, faut consulter ou aller voir, là? Est-ce que d'attendre le développement... Tu sais, fait que, mettons, Ouais. ma fille veut pas lire, puis là, j'attends pour respecter son rythme, puis à un Ouais. moment donné, ça vient à « Ah, là, elle a vraiment une difficulté, il faut consulter. » Est-ce que parce qu'on a attendu puis qu'on consulte plus tard, tu sais, est-ce que ça Ouais. peut causer problème parce qu'on a attendu? Ben, c'est sûr que, tu sais, il y en a qui pourraient dire que oui. Là, je pense que la plupart des professionnels vont dire que le dépistage précoce, il n'y a rien de mieux, là, qu'il faut dépister le plus rapidement possible. Moi, je dis, écoutez votre instinct, là, tu sais, écoutez-vous, si vous sentez justement il y a peut-être vraiment quelque chose qui cloche, là, que c'est pas juste de la peur d'être pas bon, il est vraiment pas bon, là. Il y a vraiment de la misère, là. Et je le vois, là, il y arrive pas, là. J'ai beau l'aider, il y arrive pas. Ben, à ce moment-là, let's go, on va consulter, quelque là. chose, ouais. On va valider s'il y a quelque chose. C'est pas vrai que le temps va tout arranger, là. Pas pour tout, du moins, tu sais. Mhm. Pour compléter, tu as mentionné beaucoup la plateforme La Boussole. Est-ce que c'est Oui. le meilleur endroit pour vous rejoindre, pour te Clairement, suivre? c'est vraiment... Parce que, tu sais, je reçois tellement de messages, moi, sur les médias sociaux, par courriel, tout ça. C'est sûr qu'il y a des questions qui passent dans le beurre que je vais jamais lire, là, parce que, c'est ça, je reçois vraiment un trop gros volume. Par contre, sur la boussole, là, je réponds à toutes les questions personnellement. On lit, on répond à toutes les questions, Christa et moi. Fait que je pense vraiment que c'est pour ceux qui ont envie là, tu sais, de faire ce virage-là vers l'approche développementale et relationnelle, qui ont besoin de repères, qui sont tannés d'être perdus dans un océan d'informations contradictoires, là, ben, tu sais, vous savez qu'au moins là, toutes les formations qui sont là sont à jour, sont toutes justement là, avec cette approche-là, là, l'approche développementale et relationnelle. Puis que si il y a des points d'interrogation en écoutant la formation, mais vous avez accès là, à toute la communauté de la boussole. Il y a des forums de discussion pour briser l'isolement aussi, partager nos bons moments, nos moins bons moments, nos questionnements. Puis c'est ça, quand il y a vraiment des questions spécifiques, nous, on insiste pour que ben, c'est correct que les gens se répondent entre eux, là, se donnent des trucs, mais nous, on veut toujours comme statuer de c'est quoi, là, finalement, l'angle à adopter par rapport à la question. Fait que voilà, c'est vraiment une belle place pour s'informer, mais aussi pour grandir, là. Puis il me semble que tu as déjà mentionné qu'il y a aussi des parents éducateurs hein, sur la plateforme, des fois qui échangent sur des sujets. Oui, absolument, absolument. Absolument. On a à chaque mois, dans le fond, on a des thématiques différentes, puis on donne des défis concrets aux gens pour pouvoir essayer, là, tu sais, des nouvelles affaires. Super. Ben merci beaucoup pour ton temps. Ça me fait plaisir. Ça l'a passé super vite. Oui. C'était une super belle rencontre, vraiment. Oui, vraiment. Puis je pense que les parents éducateurs, ça va juste pouvoir les aider. Tant mieux. Puis j'ai juste hâte de te rejoindre sur la plateforme La Boussole. Oui, vous êtes les bienvenus. Justement, là, on veut avoir un forum spécifique pour l'école maison. Je pense qu'il existe déjà d'ailleurs. Il y en a déjà une couple là, de parents éducateurs sur la plateforme. Puis moi, je veux nourrir ça là, parce qu'on le sait, là, que comme parents éducateurs, on peut être rapidement isolé. Se sentir pas mal tout seul de notre bord. Fait que, tu sais, c'est ça, là, quand on a l'impression d'être l'extraterrestre de notre famille ou de notre réseau, ben, tu sais, d'avoir une plateforme, une petite communauté qui partage des valeurs communes puis qui vont dans le même sens, ça peut être vraiment rassurant. Fait que vous êtes plus que les bienvenus, là, les filles puis tous ceux qui nous écoutent. Merci. Super. Ben merci encore. Merci à vous. Bye 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 bye. bye. Merci. Merci encore à l'AQED et à la deuxième classe d'être nos commanditaires officiels. Comme un jeu d'enfant, c'est un projet indépendant porté par 2 mamans passionnées et il a besoin de vous pour continuer à grandir. Vous êtes une entreprise,
un organisme ou un acteur engagé dans le monde de l'éducation, de la parentalité ou de l'enfance? Devenez commanditaire ou partenaire du podcast. C'est une belle occasion de faire rayonner votre mission tout en soutenant une initiative pensée pour les familles par des familles. Avis de non-responsabilité. Les opinions exprimées dans ce podcast sont celles des animatrices et invités et ne reflètent pas nécessairement celles de leurs commanditaires, partenaires ou organisations affiliées. Les informations partagées sont fournies à titre informatif seulement et ne constituent pas des conseils professionnels, médicaux, juridiques ou éducatifs. Les auditeurs sont invités à faire preuve de discernement et à consulter des professionnels qualifiés pour toute situation particulière. L'équipe du podcast ne peut être tenue responsable des conséquences découlant de l'usage des informations présentées.